Report about the damage. No need to. Les parents est suggéré. Un soir d'octobre 1996, dans le quartier montréalais de Rivière-des-Prairies, on découvre le corps jeté à la rue du rentier Donald Duval, 67 ans. Il a été battu, puis étranglé. Pour les proches de la victime, le choc est terrible. La réaction du coup, c'est... on y pense pas. On dit, écoute, ça se peut pas. Ça peut pas être ça. C'est pas lui. L'enquête révélera qu'au moment même de la cruelle exécution de Donald Duval, une de ses relations d'affaires, Louis-Philippe Rochon, boit un verre en compagnie de son comptable dans un bar-restaurant. Pour Rochon, la disparition de Duval ne pourrait survenir à un meilleur moment. Question d'argent, là. Pour une question de l'argent, un homme comme ça perd sa vie, là, de cette façon-là. Puis ces derniers mots, là, selon tous les témoignages qu'on a eus, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, ça va rester dans ma tête pour la balance de ma vie. L'enquêteur Donald Barron est de ceux que l'on dépêche auprès du corps de Donald Duval en ce 9 octobre 1996. La scène parle d'elle-même. L'homme a bel et bien été assassiné, puis on s'est débarrassé de son cadavre. On s'est rendu sur les lieux, sur le boulevard Gouin, où le cadavre du monsieur Duval était trouvé par un cycliste qui est en direction de chez eux. Le partenaire de Donald Barron, Denis Renaud, est à ses côtés. Pour lui aussi, certaines évidences sautent aux yeux. Écoutez, quand on est arrivé, c'était clair que M. Duval n'avait pas été tué à cet endroit-là. Il avait été, je dirais, laissé à cet endroit-là, pour utiliser peut-être un terme, il aurait été comme dompé à cet endroit-là. Il était ensanglanté. Il y avait beaucoup de sang au niveau de la tête, beaucoup d'ecchymose. Il n'y avait pas il y avait rien. Et c'était une scène de crime, là, à part la position de M. Duval, là. En plus, M. Duval, naturellement, avait les poches vides, c'est-à-dire ses poches étaient sorties. Il n'y avait aucun papier sur lui. Alors, c'était ça, la scène. On n'avait rien pour débuter. On ne savait pas c'était qui la victime, donc on avait une victime inconnue. OK? On savait qu'il avait été victime d'une mort violente, ça, c'était évident. Pendant que les enquêteurs s'affairent à trouver des indices, une information leur est transmise par le service de police de Laval. Un homme correspondant à la description de la victime est porté disparu. On était rendu le matin, de bonne heure. On s'est rendu à la demeure de M. Duval, où on a rencontré Mme Duval. M. Donald Duval, c'était le pilier de cette famille-là. C'est une famille qui a eu beaucoup de difficultés. Donc, M. Duval, là, sa disparition, son meurtre, a fait qu'il y a eu un impact incroyable. Moi, j'ai rencontré des membres de la famille, des amis proches de M. Duval. Les amis l'appréciaient, cet homme-là, là, de façon rare. Ouais, pour moi, Donald Duval, c'était un de mes grands amis qui faisait partie d'un groupe de bénévolat, qu'on s'occupait beaucoup de jeunesse et puis de société communautaire. Et puis, c'était un homme très généreux, un homme de famille. M. Duval, je voyais pas de défaut, autrement dit. C'était un homme, on lui demandait n'importe quoi, n'importe quand. Il avait toujours du temps à donner. Puis... Pour les policiers, M. Duval est un citoyen à la moralité irréprochable. Qui pourrait bien vouloir l'assassiner de manière aussi violente? En rencontrant la femme du défunt, ils apprennent que M. Duval, le soir de sa disparition, s'est rendu à un souper d'affaires à Anjou, sur l'île de Montréal, au restaurant Christopher. Il devait y rencontrer un certain Louis-Philippe Rochon. Mme Duval, tout de suite,
Elle s'est dit, ou elle nous a dit, écoutez, je savais que ça l'arriverait, je voulais pas qu'il y ait. Rochon insistait pour qu'il y ait le seul à ce souper-là. Donc moi, je lui disais, vas-y pas, amène quelqu'un avec toi. Il m'a dit non, et Rochon m'a dit qu'il serait seul, qu'il faut discuter d'affaires. Ça m'a fait beaucoup de peine, parce que la journée de sa mort, j'étais supposé être avec lui pour souper. Et puis, j'avais insisté aller souper avec lui ce soir-là. Et puis, en fait, du compte, il dit, je suis occupé. Il dit, je peux pas souper avec toi. Tu sais, c'était un gars tellement bien simple. Je pense pas qu'il avait aucune idée dans la tête qu'est-ce qui était supposé y arriver. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il voyait pas la nécessité qu'il y avait là. Les policiers sont bientôt en mesure de déterminer que Donald Duval a soupé au restaurant Christopher en compagnie de Louis-Philippe Rochon et du comptable de celui-ci, effectivement pour discuter d'une entreprise à laquelle ils étaient liés. Monsieur Duval, en prenant sa retraite, a décidé de vendre son commerce à ses employés. C'est une histoire compliquée, là. C'est une enquête policière qui touche sur un meurtre, mais pour une question d'assurance-vie. Le commerce avait une assurance d'1,1 million sur la vie de Monsieur Duval. Et les employés qui ont repris le commerce du patron ont pris un associé à un moment donné, Louis-Philippe Rochon, quand l'entreprise allait être en difficulté. Puis Rochon a investi beaucoup d'argent parce que là, il devait mettre de l'argent dans le commerce. Et finalement, il s'est retrouvé pratiquement unique propriétaire. Le 11, le lendemain, et c'est Louis-Philippe Rochon lui-même qui appelle la section des homicides. Il parle à la secrétaire chez nous et s'informe qui sont les enquêteurs dans le dossier. Alors là, on me transfère M. Rochon. Alors, j'ai M. Rochon au bout de la ligne, il est 9h30 environ le matin. Et là, je m'aperçois, là, il me dit, écoutez, je viens de voir dans le journal que, bon, on parlait de M. Duval, hein, on l'identifiait vu que la famille avait été informée et avisée du décès. Il disait, écoutez, faut que je vous rencontre. Moi, je suis bien mal pris parce que je suis un partenaire avec lui. Puis, vous savez, j'ai des grosses assurances. C'est moi qui est le bénéficiaire. Puis, bon. Donc, je lui dis, Monsieur Rochon, oui, on va se rencontrer. Écoutez, j'ai un horaire chargé, là, mais cet après-midi, vers 14h30, 15h, on va à votre commerce à rue Charlab, on va vous rencontrer. Tel que promis, Denis Renaud et Donald Barron débarquent au garage de Louis-Philippe Rochon un peu plus tard dans la journée. Il est nerveux, mais c'est un type assez... premièrement, il est très volubile. C'est quelqu'un qui parle franc, c'est quelqu'un qui sac beaucoup en parlant. C'est un homme d'affaires, c'est un gars qui a commencé à travailler jeune. Il s'est lancé en affaires à 23 ans. C'est un gars qui travaille beaucoup. Moi, j'ai senti que c'était un homme qu'à l'époque, il se sentait coincé. Son façon de parler, d'exprimer, c'est comme... C'est un homme qui veut montrer qu'il est plus fort que la personne devant lui. Donc, quand il nous rencontre, il est accompagné d'une dame. Et là, il nous la présente. Il dit, c'est ma conjointe. Alors, il nous présente sa conjointe. Et là, il nous fait une demande un petit peu particulière. Premièrement, il nous dit que sa conjointe est avocate, mais qu'elle travaille à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Donc, elle ne pratique pas en soi, là. Et il nous dit, si ça vous dérange pas, j'aimerais ça qu'elle soit présente à notre entretien. Puis bon, avec moi puis Donald, on se jette un coup d'œil en voulant dire c'est spécial un peu, mais que nous autres, pour nous, c'est un témoin. Là. On est vraiment au tout début de l'enquête. Là. Oui, on a peut-être, dans notre tête, on a peut-être des soupçons de dire, oh, puis là, une question d'assurance, une question d'affaires, il l'invite à souper, tout ça, mais on est vraiment au début de l'enquête. Il est vraiment témoin pour nous à ce moment-là. Et, écoutez, tout le long de l'entrevue, il se disait, écoutez, je vais le dire, je suis dans la marde, tout le monde va penser que c'est moi qui l'ai tué. J'ai au-delà d'1 million d'assurance sur sa vie, sur sa tête. Puis là, il a commencé à nous décortiquer ça, les histoires d'assurance. Et que c'était normal, bon, dans le monde des affaires, en tant qu'associé, d'avoir des assurances comme ça en cas de décès. Puis... À la vente du commerce, il restait une balance de paiement, là, une somme de 485 000 qui n'était pas payée.
Puis il y avait toujours l'assurance qui était un capital là, dans la compagnie, une assurance de 1,1 million sur la vie de M. Duval. On voit souvent dans ce genre de transactions, comme la vente d'un commerce, on va garder comme associé le créancier pour garder la valeur de l'entreprise. Et à ce moment-là, on peut avoir un intérêt assurable, mais pas à titre de créancier, mais à titre d'associé ou de partenaire. La mort de Donald Duval arrange on ne peut mieux Louis-Philippe Rochon. S'il touchait les assurances, il voyait sa dette de 485 000 $ effacée, puis il touchait à peu près 600 000 $. Le drame n'aurait pu survenir à un meilleur moment. L'entreprise connaît de sérieuses difficultés financières et Rochon y a déjà englouti des centaines de milliers de dollars. Rochon explique aux enquêteurs qu'il a effectivement mangé avec M. Duval afin d'obtenir de ce dernier un report de paiement d'un montant dû avoisinant les 50 000 $. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu parles avec pendant une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure, là, déjà, tu fixes des idées dans la tête. Ben, quand tu rencontres Rochon, tu avais juste à rencontrer Rochon une fois. Puis c'est un gars, pardon l'expression, qui s'en calisse de tout. Mais quand on est sorti du bureau, moi puis Donald, on s'est regardé, on a dit, si lui, il n'y a pas d'affaire là-dedans, ça se peut pas. Là, on s'est dit, on a notre gars, il faut commencer par lui, il faut éliminer lui avant de penser à toute autre chose. Ça se peut quasiment pas, là. C'est comme une histoire qu'on va voir dans les films, sur la TV ou dans les théâtres. C'est une histoire de Columbo, là. C'était tellement évident qu'on posait la question si c'était vraiment possible. L'affaire Duval prend effectivement des airs de la fameuse série policière Columbo, où l'on sait d'entrée de jeu qui est l'assassin. Le défi policier consiste maintenant à accumuler les preuves pouvant mener à sa condamnation. Le rhume attaque avec un coup sinus, puis à la tête. Il est sonné, mais pas hors de combat. Advil Rhumisinus soulage efficacement la douleur. Il contient aussi un décongestionnant qui réduit l'enflure des tissus du nez, vous permettant de mieux respirer. C'était la façon. Les enquêteurs. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le corps de Donald Duval, un homme d'affaires à la retraite, est trouvé dans une rue montréalaise un soir d'octobre 1996. Les enquêteurs estiment qu'il a été enlevé à sa sortie d'un restaurant, puis assassiné dans une voiture, avant que son cadavre soit jeté à la rue. La façon dont M. Duval était tué, c'était vraiment, pour nous, ça prenait quelqu'un, un vrai bum de rue. C'était tellement violent. Ça prend quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ça prend quelqu'un qui aime ça, qui aime la violence. Le principal suspect est Louis-Philippe Rochon, qui devait beaucoup d'argent aux disparus. Celui-ci a pris son dernier repas avec lui. Or, Rochon dispose d'un alibi en béton. Il était toujours au resto, au vu et au su de tous, lorsque Duval a été kidnappé, probablement dans le parking. Il lui aurait donc fallu recourir au service de tueur à gages. Donc, on s'est dit, c'est pas lui qui l'a fait de ses mains, mais la commande vient de lui. Et là, bien naturellement, l'enquête débutait. Donald Duval ayant été vu vivant pour la dernière fois en compagnie de Louis-Philippe Rochon au restaurant Le Christopher, les policiers interrogent le personnel. Le souper s'est éternisé. Entre autres choses, les serveuses se souviennent que Rochon a quitté la table à 4 reprises pour se servir de son téléphone cellulaire. Compte tenu de la personnalité de l'individu, ce petit détail de rien du tout pique la curiosité des enquêteurs. Pour nous, c'était un indicateur qu'il se cachait quelque chose. Mais Rochon, là, c'est le gars, là, ses affaires, c'est le plus important, puis il s'en fout de tout le monde. Que lui, il se lève de la table, puis il s'en va ailleurs pour parler, faut que ça soit quelque chose de pas normal. Un nouvel enquêteur, Guy Bessette, se joint à Donald Barron.
Ils font appel à l'entreprise de téléphonie cellulaire avec laquelle fait affaire Rochon afin d'obtenir les noms des individus avec lesquels il aurait conversé lors du souper d'affaires fatal. Il voudrait aussi retracer les déplacements de ces inconnus. Fait que les policiers du SPVM, la police de Montréal, sont venus nous rencontrer avec des mandats de perquisition pour nous demander différentes questions concernant, je crois que c'était 3 ou 4 cellulaires qui étaient impliqués dans l'affaire de M. Duval. Nous sommes en 1996. La technologie supportant la téléphonie cellulaire n'est pas aussi connue qu'aujourd'hui. Les enquêteurs vont se livrer à un véritable travail de moine très complexe qui prendra des mois. Nous avons accès aux bases de données, bien entendu, des cellulaires proprement dit, et également à tous les registres d'appels concernant les cellulaires, ça pour une période dont on peut parler d'environ 7 ans à l'arrière. Les relevés nous indiquent les appels entrants, les appels sortants, bien entendu. Également, nous sommes capables de déterminer exactement à l'endroit où vous vous trouvez, dans quelle partie de la ville vous vous trouvez à ce moment-là. Les policiers sont éventuellement en mesure d'identifier le correspondant de Louis-Philippe Rochon. Il s'agit de Gaston Saint-Pierre. Son bras droit, au centre du camion, y ressort charlant. Mieux encore, au fil de leurs recherches et de celles des ingénieurs de la compagnie cellulaire de Rochon, il s'avère que lors de la dernière conversation entre les deux hommes, Saint-Pierre se trouvait aux abords du restaurant Christopher. Or, il a été établi que M. Duval a été kidnappé à la sortie de l'endroit. La preuve de téléphone cellulaire était primordiale dans ce dossier-là. Il a fait plusieurs appels à Gaston Saint-Pierre pendant le souper et on était au début de la technologie des tours. Hein? Vous savez que les tours qui captent nos téléphones cellulaires nous positionnent. Bon, aujourd'hui, on est plus avancé que ça, hein, avec les satellites, mais à cette époque-là, on pouvait positionner. Ça n'a pas été facile à faire, mais on a pu prouver que les premiers appels vers 7h30, là, vers 19h30, là, au début du souper, Saint-Pierre était dans l'est de Montréal. Mais les derniers appels, parce que Rochon, il a appelé juste avant que, naturellement, M. Duval sorte, pour lui dire, regarde, il sort, là. OK? Bien, les derniers appels, les 2-3 derniers appels, bien, naturellement, Gaston Saint-Pierre, il était dans la région du Christopher, positionné par la tour. Les enquêteurs soupçonnent dès lors Saint-Pierre d'avoir trempé dans l'assassinat de Donald Duval. A-t-il seulement servi d'intermédiaire entre Rochon et les assassins, ou a-t-il même mis la main à la pâte? En passant, Louis-Philippe Rochon n'avait aucun dossier criminel. Mais Gaston Saint-Pierre en avait un, et il était son homme de confiance, qui travaillait pour lui depuis quelques années. Pendant des semaines, puis des mois, les policiers vont tenter de relier ce fin renard au monde interlope. Mais en vain. Il y avait de l'air quelqu'un qui connaissait la gamique, là, comment ça fonctionne. Nous autres, on a eu des écoutes électroniques sur différentes personnes, sur tous les téléphones, puis jamais, il parlait d'un mot là, concernant les incidents criminels. Manquant de munitions pour coincer Saint-Pierre, les enquêteurs Barron et Bessette lui paient une petite visite à domicile. Question d'exercer de la pression sur lui. Ils ne le regretteront pas. Quand on est arrivé, on a sonné à la porte, puis quand il a répondu à la porte, nous autres, on a eu l'impression, par ses agissements, le gars, il tremblait, il était tellement nerveux, il shakeait tellement. Nous autres, on était convaincus qu'il pensait qu'on était là pour l'arrêter, cette journée-là. Mais ça, c'était le seul temps que Gaston Saint-Pierre a démontré aucun signe de peur ou de quoi d'autre, là, devant nous autres. Gaston Saint-Pierre ne craque pas, et on n'arrive pas à le relier à d'éventuels tueurs à gages. Les enquêteurs se lancent alors sur une autre piste, quand ils apprennent que l'épouse de Louis-Philippe Rochon, une avocate, siège à la commission des libérations conditionnelles. Parce que, en regardant M. Rochon, il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourra faire ce meurtre-là pour lui. Là, quand on a su que Mme Rochon, elle travaillait pour les libérations conditionnelles, un des autres avenues de l'enquête, on a dit, cette madame-là, à l'occasion, on a su qu'elle pouvait amener des dossiers chez elle. Il arrivait donc à Mme Rochon d'apporter à la maison des dossiers de criminels en demande de libération afin de les étudier. Et si Rochon avait fouillé dans les quelques 700 dossiers consultés par sa femme pour trouver un tueur à gages.
On a fait des recherches dans ce côté-là. Dans 20 mois d'enquête, nous autres, comme des 700 noms, chaque personne est obligée d'être enquêtée. Ça prend énormément d'heures. Quand on suivait une piste, il ne faut pas lâcher la piste, il faut y aller jusqu'au bout. Puis tout était négatif. On n'aura pas pu déterminer, trouver un contact direct ou indirect entre ces personnages-là. Les policiers Barron et Bessette ont beau s'être dépensés sans compter, leur enquête piétine. 14 mois ont passé depuis le meurtre de Donald Duval. Et le suspect numéro 1, Louis-Philippe Rochon, leur échappe toujours. Leur ténacité va cependant finir par être récompensée. Des faits nouveaux vont enfin leur faire voir le bout du tunnel. Ce soir, à Canal D, pas suggéré. Plus d'un an a passé depuis l'assassinat de Donald Duval, mais les enquêteurs n'arrivent pas à coincer Louis-Philippe Rochon, une relation d'affaires du disparu. Ils le soupçonnent d'avoir tout manigancé afin de toucher une indemnité de plus d'1 million des assurances. Mais le suspect n'a pas encore vu la couleur de cet argent. Parce que la mort de Duval fait l'objet d'une enquête policière, l'assureur n'est pas tenu de respecter ses engagements. Les compagnies d'assurance vont payer une réclamation lorsque la réclamation est complète. Ils doivent la payer dans les 30 jours suivant la fermeture du dossier. Mais lorsqu'une personne décède, par exemple, de cause violente, un des éléments au dossier va être soit un rapport de police, soit un rapport du coroner. Et tant et aussi longtemps que la compagnie ne sera pas satisfaite que la cause du décès ne pourrait pas invalider la police d'assurance, ils vont continuer les recherches et les enquêtes. Donc, il n'y a pas de limite à ce moment-là de temps, tant et aussi longtemps que le dossier n'est pas complété. Le centre du camion et ressort Charland étant déficitaire, Louis-Philippe Rochon est forcé d'y investir, mois après mois, des milliers de dollars. Il ne peut déclarer faillite. S'il le faisait, l'indemnité éventuellement payée pour le décès de M. Duval irait au créancier. Les policiers évaluent qu'il a dû investir, au total, au moins 1 million de sa poche pour faire survivre l'entreprise. Je pense qu'il avait besoin d'argent parce qu'il investissait beaucoup d'argent dans son garage. Il en mettait à tous les mois et ça rentrait pas. L'argent rentrait pas pour... Il continuait. C'était comme un puits. Son garage était comme un puits où l'argent tombait puis il remontait pas. Les semaines, puis les mois s'écoulent. Et Louis-Philippe Rochon est toujours en liberté. À mesure que le temps passe, il se croit tiré d'affaire. Quand il croise Donald Barron, il ne se gêne pas pour le mettre au défi. On a rencontré plusieurs fois M. Rochon. On a rencontré, on a toujours gardé un contact, puis je me rappelle pas exactement des circonstances de la rencontre quand il a sorti son fameux statement « m'a fini par l'avoir le million, m'a fini par l'avoir le million ». Mais effectivement, là, il était sûr pour l'avoir, mais moi, j'étais sûr il était pas pour l'avoir. Ce geste désespéré-là était attaché à un individu qui avait un ego de lui-même assez fort, si on peut dire, parce qu'il relançait le policier enquêteur, chose à ne pas faire généralement, parce que l'ego du policier aussi est assez fort, hein, généralement, surtout les types qui travaillent aux homicides, aiment résoudre les causes qu'ils ont. Alors, c'était comme un combat, mais lui était désespéré et en même temps, il se pensait plus fort que le système. 14 mois après l'assassinat de M. Duval, un événement inattendu vient raviver l'ardeur des enquêteurs. J'ai un appel de mon partenaire, sergent détective Guy Bessette. Il était chez eux, puis il écoutait des nouvelles, puis il a entendu dire qu'il y a eu une explosion sur la rue Charland. Il s'est rendu sur les lieux, il a vérifié ça, puis effectivement, le garage centre du camion, il ressort Charland Inc. Sur la rue Charland, il y a eu une explosion, un incendie, il y a eu beaucoup de dommages. Ça a fini par plusieurs millions de dollars de dommages. Il y a eu un vol, il y a eu... C'était toute une histoire. C'était encore le garage de Louis-Philippe Rochon. Rochon dépose ainsi une deuxième réclamation auprès des assureurs. Elle s'élève à plus de 5 millions de dollars.
Les enquêteurs du SPVM, section des incendies criminels, estiment que l'affaire sent le coup monter. Ils ouvrent une enquête, ce qui permet aux assureurs de retarder le paiement des indemnités, comme dans le cas de la mort de Donald Duval. Si les policiers décident, ils font une enquête et ils informent l'assureur, écoutez, on fait une enquête présentement. On présume pas que votre client est mêlé à ça, mais attendez. Alors, à ce moment-là, les assureurs vont attendre, vont mettre le dossier de côté, ils vont attendre, vont quand même suivre avec les policiers l'évolution de leur dossier. Ah, c'était sûr et certain, les deux événements étaient reliés. La situation financière de Louis-Philippe Rochon, il avait besoin de l'argent. Puis c'était un homme qui était tout prêt là, à faire qu'est-ce qu'il avait à faire pour obtenir qu'est-ce qu'il voulait. C'est à ce moment que se déroule l'épisode le plus rocambolesque de l'affaire, alors que Rochon va tenter un coup de bluff destiné à se débarrasser de l'entêtement des policiers. Invité depuis le début de l'enquête à se soumettre au détecteur de mensonges, il fait savoir par son avocat qu'il est prêt à le faire, mais en terrain neutre, c'est-à-dire chez une entreprise privée fondée par un ancien spécialiste de la Sûreté du Québec. C'est bien beau, là, mais nous autres, on a une seule condition, que nous autres, il faut qu'on soit présents. On est là pour obtenir les résultats à la fin du test. Là, il est bien d'accord. Au début, il est bien d'accord. Ben là, après cette conversation-là, on se discute ensemble, M. Bessette et moi-même. Puis là, il y a quelque chose qui semble pas correct, là. Ben là, on va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les enquêteurs ne tardent pas à comprendre le stratagème de Rochon. Le nom de tout suspect dans une affaire criminelle d'importance étant fiché dans un système informatisé, on apprend aux policiers que Rochon a traversé la frontière américaine. Rochon s'en va aux États-Unis. Parle pas anglais, lui. Anyway. Là, on parle de ça, ben, tu m'as checké quelque chose. Embarque sur l'ordinateur. Puis je commence des recherches. Polygraphiste, Northeastern United States. Je trouve un polygraphiste que, si je me trompe pas, c'est le seul polygraphiste dans le nord-est des États-Unis qui parle français. Effectivement, on a des informations. M. Rochon et son avocat sont allés aux États-Unis, rencontrer un polygraphiste pour savoir comment de se faire déjouer le polygraphe. Selon les études faites par le Dr. Hunts aux États-Unis, qui est une sommité en polygraphie, lui prétend que, selon ses études, qu'une personne doit absolument pratiquer, non seulement avoir de l'information, comment tenter de battre la machine, mais doit pratiquer comment battre, si on peut dire, l'appareil ou déjouer l'appareil polygraphique. Et même avec la pratique, les chances de succès sont minimes. C'est ce que Rochon apprend à ses dépens dès son retour à Montréal. Effectivement, il a passé un polygraphe avec M. Gallianos, mais il n'était pas content des résultats. Les résultats, c'était négatif parce qu'il n'a pas pu prouver qu'il n'était pas menteur. C'était au contraire. Il sortait non véridique là, pour la réponse principale. Mais encore là, le polygraphe, il faut savoir que c'est controversé. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas mieux que garocher 38 dans les airs. Mais selon mon expérience à moi, lorsque j'étais à la Sûreté du Québec et en pratique privée présentement, et en regardant les études scientifiques faites dans le domaine, j'ai une confiance dans les 90 %. L'action se déplace ensuite, pour un moment, dans le monde du crime organisé et des cultivateurs de marijuana. Au terme d'une opération de la Sûreté du Québec, un certain André Vincent, dénoncé par des complices, est arrêté. Par un heureux concours de circonstances, il va permettre aux policiers de relancer leur enquête sur l'affaire Duval. André Vincent a un casier judiciaire. C'est un colosse qui traîne dans la mouvance des motards et il est reconnu comme un type violent et sans scrupules. Afin d'échapper à l'accusation d'avoir cultivé du pot, il passe à son tour dans le camp des délateurs. Il déclare alors à ses contrôleurs qu'il dispose d'informations concernant l'incendie du centre du camion et ressort Charland. Il ne peut pas savoir que ces révélations vont faire enfin débloquer l'enquête sur le meurtre de Donald Duval. André Vincent, c'est une source de la SQ. Puis il parle, il explique l'incendie criminel. Puis là, on a poussé une enquête sur lui.
sorti toutes sortes d'informations. En échange de l'immunité pour lui et son frère, André Vincent apprend aux enquêteurs qu'ils sont tous les deux responsables de l'incendie criminel du centre du camion et ressort Charland. C'est Gaston Saint-Pierre qui aurait commandé le méfait. Pour la première fois, une information permet aux enquêteurs de relier Gaston Saint-Pierre au monde interlope et par ricochet, son employeur, Louis-Philippe Rochon. Celui-ci avait tout à gagner de l'assassinat de Donald Duval. L'étau se resserre enfin sur lui, l'homme qui nargue les enquêteurs depuis près de 2 ans. Mais ils sont loin de la coupe aux lèvres. De là à l'épingler, il va falloir encore du temps et bien des efforts de la part des policiers. Samedi, votre journée. Isaac, vous... Et vous perdez... François de Mico, là. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Louis-Philippe Rochon, soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Donald Duval, ravive les soupçons des enquêteurs lorsqu'en décembre 1997, un incendie criminel ravage son garage. On le suspecte d'avoir eu recours à des hommes de main, tant pour tuer Duval que pour incendier le garage Charland. Le mobile de ses actions, dans les 2 cas, était de réclamer de lourdes indemnités aux assureurs. Finalement, un criminel supposément repenti du nom d'André Vincent avoue avoir trempé dans l'incendie criminel du garage Charland. Il lance alors les policiers sur une nouvelle piste. André Vincent, c'est un homme, suite à les informations qu'on a eues des contrôleurs, suite à les vérifications qu'on a faites sur les antécédents judiciaires d'André Vincent, son comportement dans son entourage, c'est exactement le genre de personne qu'on cherchait pour être capable de faire le meurtre de M. Duval. André Vincent, à son rencontre, il nous explique le déroulement de l'incendie criminel, l'implication de son frère et lui. Ils ont tout planifié ça avant, ils ont sorti ce qu'ils voulaient. Puis après ça, ils ont préparé l'incendie, puis le garage a sauté. Puis c'est à la demande de Gaston Saint-Pierre, parce que Rochon, il a besoin de l'argent, puis c'est Gaston Saint-Pierre, c'est son bras droit qui a tout organisé ça. Les enquêteurs Barron et Bessette pensent qu'André Vincent pourrait être l'homme de main payé par Rochon pour assassiner Donald Duval. Soucieux de resserrer leur étau sur ce suspect, il décide d'aller voir son frère Marcel pour qu'il corrobore les dires d'André sur leur implication commune dans l'incendie criminel du garage Charland. La rencontre a lieu à l'atelier de carrosserie de Marcel Vincent. Le garage est situé dans une genre de complexe garage qu'on voit un peu partout. C'est un bas des shops. Beaucoup d'autos stationnés en face. Ça a de l'air des chop shops, des situations de vol d'auto. Puis ça va de l'air une place type pour ça. Il y a un phénomène qu'on appelle dans le domaine de l'auto les chop chops, ce qui veut dire cannibaliser une auto, la démantibuler pour la pièce. 50% des véhicules volés sont pour la pièce au Québec. On exporte la pièce volée au Québec, on s'en sert également. En fait, en 1996, le marché de l'auto volée, à Montréal en particulier, était rendu très lucratif. Il se volait plus de 100 à 125 véhicules par jour à Montréal. Il aurait fallu mettre en place des programmes pour essayer de trouver où allaient nos véhicules et essayer de les récupérer. Donald Barron et son partenaire tentent de faire parler Marcel Vincent. L'homme ne s'en laisse pas imposer et garde son sang-froid. La tête de ces organisations-là est souvent quelqu'un qui est assez intelligent pour pouvoir écouler ces pièces-là par la suite. Il y a un réseau d'acheteurs à travers la province, même à l'extérieur de la province. On a vu même jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Virginie, des types qui exportaient des véhicules 2 fois par semaine, des remorques complètes de pièces de véhicules vers la Virginie où il y avait des acheteurs. Les gens qui travaillent à l'intérieur, qui coupent, c'est souvent des gens qui sont sortis de prison dernièrement. C'est des petits voleurs de petit calibre qu'on utilise et qu'on paie un prix minimum. Guy Bessette et Donald Barron signifient à Marcel Vincent qu'ils sont au fait de son implication dans l'incendie criminel du garage de Rochon.
et le convoquent à leur bureau afin de clarifier la situation. Il s'exécute dans les 48 heures. Marcel Vincent, il vient nous rencontrer, il décrit qu'est-ce qui s'est passé pour l'incendie criminel. M. Bessette explique à lui que ouais, c'est bon ça, mais il est aussi impliqué dans d'autres choses. Mais là, Marcel Vincent, il est pas mal surpris. C'est sûr, il veut pas parler contre son frère, à l'époque. Mais dans la façon que l'entrevue se déroule, il est mis très au courant que d'une façon ou d'une autre, s'il n'y a pas une implication dans ça, il est bien mieux de se mettre à table parce que l'enquête va continuer puis ça n'arrêtera pas. C'est à ce moment qu'un autre personnage entre en scène. Acadien d'origine, Mario Bernard est un ami des frères Vincent qui craint que les policiers ne le mêlent à l'affaire. Ce truand qui traficote dans le démontage de voitures volées et travaille à l'occasion dans le chop shop de Marcel Vincent se rapporte aux policiers. Il a des informations à leur transmettre sur le meurtre de Donald Duval. Il aurait été témoin de plusieurs faits incriminants lors de la soirée où a disparu la victime. Il se met à table. Mario Bernard a été témoin de coups de téléphone et tout ça le soir du meurtre. Parce que les affaires traînaient un peu au restaurant. Monsieur Duval et Rochon étaient au restaurant avec un comptable. Ça traînait. Donc là, tout le monde s'impatientait. Il y a eu des coups de téléphone cellulaires de l'un à l'autre pour que, quand Monsieur Duval était pour sortir, il était pour être kidnappé dans le parking. Jointe aux informations tirées des relevés des téléphones cellulaires, cette révélation confirme que Saint-Pierre est bien celui avec qui a échangé Rochon lors de son souper avec Donald Duval. Mario Bernard révèle également qu'André Vincent, vers 23 heures, est revenu au garage de son frère et s'est même vanté d'avoir éliminé Donald Duval. Il lui aurait également donné un bijou volé au défunt. Vincent lui donne une bague à Mario Bernard, une bague qu'il va vendre, lui, pour 1200 $, une bague en or ornée d'un gros diamant. Au procès, l'épouse de Donald Duval témoignera que cette bague, retrouvée par les policiers chez un bijoutier montréalais, appartenait à son mari. Ces révélations de Mario Bernard indiquent aux enquêteurs Barron et Bessette qu'ils sont près de toucher le but. Il leur faut maintenant corroborer les dires de Mario Bernard par ceux de Marcel Vincent, le seul autre témoin de la scène où André Vincent se serait vanté d'avoir éliminé Donald Duval. Il leur faut aussi éviter que Marcel Vincent sache que Mario Bernard a parlé. Ils invitent alors les deux amis à passer ensemble à leur bureau. Ils comptent alors jouer la comédie avec Mario, puis faire cracher le morceau au jeune Vincent. Mario, il voudrait pas que Marcel sache que lui, il est venu nous voir, il nous a raconté ça. On en rencontre un, fait semblant de rencontrer Mario, parce qu'on a toute l'histoire. Ben là, on fait l'entrevue avec Marcel, puis c'est là Marcel qui commence à se mettre à table. C'est sûr, c'était un temps très difficile pour Marcel, parce que là, son frère, il est impliqué dans le milieu criminel depuis longtemps. Ben là, il trouve ça effrayant que son frère, de plus en plus, s'avance dans les crimes graves, puis il est pas capable de... Il est pas capable de supporter ça. Là, il est coincé, mais là, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que sinon, là, son frère, il va finir par mourir. C'est un milieu qu'à un moment donné, là, tu vas jusqu'à un certain point, puis c'est des haines, là. Marcel Vincent raconte que son frère a été payé 10 000 $ en plusieurs versements faits par Gaston Saint-Pierre. Et Vincent se vante du meurtre. Son propre frère lui dit d'arrêter d'en parler parce que ça devient gênant pour tout le monde. Vincent confirme aux policiers que c'est dans le terrain de stationnement du resto que M. Duval a été enlevé par André Vincent puis Gaston Saint-Pierre. L'amène dans la voiture. Et là, on le bat, là. Vincent le bat M. Duval. Celui-ci, là, il est abasourdi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il comprend pas. Puis là, il est battu là, d'une façon incroyable. Finalement, on va l'étrangler avec sa ceinture, la ceinture de sécurité, puis on va lui rompre le cou après ça. Pendant que Vincent tue M. Duval, Saint-Pierre, lui, au volant, lui conduit le véhicule sur le boulevard Gouin dans l'est de la ville. Puis avant d'abandonner le cadavre, on lui vide les poches,
ramasse le portefeuille, puis on récupère la bague d'une grande valeur de M. Duval. À force de ruse, de patience et de ténacité, Donald Barron et son partenaire vont réussir à convaincre Marcel Vincent et Mario Bernard de témoigner à charge contre les deux assassins, Gaston Saint-Pierre et André Vincent, et leur commanditaire, Louis-Philippe Rochon. À la fin de mai 1998, le trio infernal est arrêté. Il faut maintenant tenter de les faire passer aux aveux. Ce soir, à Canal D, autopsie. Atteindre. Des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public, la supervision des parents est suggérée. En mai 1998, après 15 mois d'enquête, Louis-Philippe Rochon est arrêté. On l'accuse d'avoir machiné le meurtre de Donald Duval, son créancier, afin de se faire verser plus d'1 million en indemnité par l'assureur. On fait appel à l'enquêteur Denis Renaud pour lui soutirer des aveux. Dès le début, on avait à peu près le même âge. Pour établir un meilleur contact, j'ai dit, bon, Louis-Philippe, c'est ce que je t'appelle Louis-Philippe? Non, il dit, tu m'appelles Louis. J'ai dit, moi, c'est Denis. Alors, on s'appelait Louis-Denis, donc on avait établi un bon contact. Alors, tout ça pour arriver, naturellement, sur les circonstances. Et là, il ne voulait pas, mais du tout répondre à aucune question qui regardait l'événement du meurtre de M. Duval. Et quand j'insistais un peu, il me disait, là, j'embarque pas là-dedans. Je réponds pas à aucune de tes questions. Tu me harcèles. Et après une pause, je suis revenu. Et là, je lui ai fait, là, un 10-15 minutes, là, je vous dirais, là, je lui ai résumé, là, toute l'enquête. Je lui ai résumé le mobile, le pourquoi, OK? Puis que nous, on aimerait bien comprendre comment est-ce qu'un gars comme toi, Louis, un gars qui a 50 ans aujourd'hui, qui a un enfant, à l'époque du meurtre, son enfant avait 8 ans, son garçon, là, il avait 10 ans à l'interrogatoire, que tu en arrives à faire ça. Et moi, j'espérais de tout cœur, parce que ça faisait déjà 3-4 heures que j'étais avec lui, j'espérais de tout cœur qu'il me dise « Regarde, Denis, oui, c'est moi qui l'ai commandé. Puis regarde, je le regrette. Aucun remords. Et pendant tout ce temps-là, les 10-15 minutes que je lui résume toute la preuve qu'on a, il regarde par terre, il regarde, il m'a jamais regardé. Et pour terminer, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. J'ai dit, Louis, regarde-moi dans les yeux, là. Regarde-moi Denis dans les yeux, là. Puis dis-moi, là, moi, là, Louis-Philippe Rochon, là, j'ai rien à faire dans le décès de Donald Duval. Dis-moi, là, regarde-moi dans les yeux, dis-moi, là. Il a jamais levé la tête. Naturellement, il l'a jamais dit. Malgré l'importance des charges qui sont réunies contre lui, Louis-Philippe Rochon parvient à obtenir une libération sous caution en attendant son procès. Un incident vient toutefois confirmer combien sa situation est désespérée et combien il a perdu le contrôle de soi. Durant l'enquête, il veut protéger ses biens. Il remet à sa femme son domaine parce que les assurances, là, sur l'argent qui attend des assurances, à cause de l'enquête policière, tout ça est bloqué. Donc, il remet son domaine d'1 million à sa femme pour protéger ses actifs, pour lui, elle et son enfant de 8 ans. Une fois accusé du meurtre, là, les frais s'accumulent. Il y a un avocat au civil, un avocat au criminel. Il a besoin d'argent. Il va voir sa femme pour obtenir la propriété de la maison pour pouvoir payer ses dettes. Rochon, en insistant auprès de sa femme, en vient finalement à des menaces, à des coups. La pauvre femme, elle va s'adresser au policier, elle va parler avec l'enquêteur Guy Bessette pour lui raconter l'histoire. Puis Bessette, lui, voit bien que ça contrevient aux conditions de libération de Rochon. La plainte est portée à la police, Rochon est réarrêté, il est gardé en prison, puis il sortira pas de là. Pour tout policier, une affaire n'est pas terminée tant que le tribunal n'est pas venu entériner le jugement que lui-même a porté sur le ou les coupables présumés d'un crime. Il s'agit souvent de l'étape la plus éprouvante de toute enquête. Donald Barron, là, il a vécu 3 procès de meurtre premier degré, l'un après l'autre, dont celui de Louis-Philippe Rochon qui contestait tout. Il n'a jamais rien admis, il a toujours tout contesté. Les surprises n'ont pas manqué au fil des procédures. Par exemple,
À un certain moment, Rochon a déclaré avoir fourni en sous-main 10 000 $ à la caisse électorale du ministre fédéral du Commerce international Pierre Petitgrou afin que le mandat de sa femme à la Commission des libérations conditionnelles soit prolongé de 2 ans. L'affaire va faire un boucan de tous les diables, dans les médias comme aux communes, avant de faire long feu. Au bout du compte, les 3 Lascar sont reconnus coupables de meurtre au premier degré. Donc ces gens-là ont un minimum de 25 ans à faire ferme avant de penser à avoir une libération conditionnelle. Et de penser, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir. L'enquête du meurtre de M. Duval, c'était important pour moi. C'était durant de l'enquête que j'ai réalisé que cet homme-là, il faisait couper ses cheveux au même barbier que moi à Montréal-Nord. Après avoir eu la chance de connaître la famille, puis de travailler pendant 20 mois d'enquête avec cet entourage-là, puis il réussit à mettre les 3 personnes responsables pour le meurtre de Donald Duval en prison, là. C'était une façon de finir ma carrière en beauté. C'était une fin de carrière formidable. Ces longs procès-là, ces 3 longs procès-là, ont donné des résultats et Donald Barron était très, très, très content de tout ça. Avide de liberté, Nazia Chahine prend la décision fatale de quitter son mari. Ses vêtements sont consumés. Elle était, appelons ça, immolée. Un tueur